Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Nous interrompons votre programme pour une information de dernière minute. Au musée du Louvre, le célèbre tableau de la Joconde aurait été volé pendant la nuit. Nous ignorons encore qui sont les voleurs, mais fait plus étrange encore, le tableau n'a pas simplement été volé, il a été remplacé par un autre tableau représentant un homme en tenue militaire avec une moustache. Oh mais quoi, et franchement c'est quand même mieux comme ça, non? Avouez que ça en jette quand même un petit peu plus que l'autre grognasse qui bouge pas là. Ouais, pour les photos vous êtes bien mignons, mais ça fera 50 balles, d'accord? Donc faites-moi une belle file indienne là juste en face de moi et après c'est chacun son tour. Allez hop. Oh mais c'est pas vrai, mais il va toutes me les faire hein. Les amis, parmi toutes les matières de Poudlard, et elles sont nombreuses, il y en a certaines qu'on connaît vraiment bien. Que ce soit la défense contre les forces du mal, les potions, la métamorphose ou même la divination, pour ne citer que celle-là, ce sont toutes des matières qu'on a vraiment beaucoup vues et des cours auxquels on a régulièrement assisté. Mais à côté de tout ça, il y a aussi un certain nombre de matières assez méconnues, et je dirais même assez mystérieuses. Des matières qui sont pas franchement expliquées, alors que pourtant elles sont aussi importantes dans la scolarité des jeunes sorciers. Comme l'arithmancie par exemple, le cours préféré de Hermione dans Le Prisonnier d'Azkaban dont on avait déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Non parce que sérieusement, qui avait compris ce que c'était à la base l'arithmancie? Levez la main pour voir ceux qui avaient compris. Personne? Bon bah voilà, c'est bien ce que je disais. Bah si, et moi, oh. Oui, bon papy, non, toi tu comptes pas, toi tu mens. Mais comment oses-tu remettre en doute la parole de ton grand-père? Sache, jeune homme, que... Oui, bon d'accord, t'as raison. Et parmi toutes ces matières qu'on connaît un peu moins, il y en a une en particulier qui, moi, me semble particulièrement bizarre. Surtout dans une école de magie, et cette matière, c'est l'astronomie. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est si bizarre de trouver ça dans une école de magie? Bah parce que c'est typiquement le genre de matière qui ne semble même pas avoir vraiment un rapport avec de la magie. C'est typiquement le genre de matière qu'on pourrait étudier même si on est un moldu. Et du coup, à première vue, bah on est en droit de se demander qu'est-ce que ça vient faire là? À quoi ça sert? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'étudier ça? Parce qu'autant l'arithmancie, c'est plus ou moins une option qui ne semble intéresser que Hermione, autant l'astronomie, c'est l'une de leurs matières les plus importantes, étant donné qu'elle est obligatoire pendant leurs 5 premières années. Ils ont même un examen d'astronomie à passer pour pouvoir valider leur buse. Donc c'est que quelque part, ça doit être super important l'astronomie. Ouais, mais dis donc, ça rigole pas, effectivement. Mais ils étudient quoi, du coup, pendant 5 ans? Parce qu'ils doivent être super balèzes en astronomie à la fin. Et bah justement, c'est là que ça commence à être bizarre, parce qu'ils ont même pas l'air de s'y connaître tant que ça au final. Le peu de fois où on les voit aller en cours d'astronomie, tout ce qu'ils étudient, c'est le nom des planètes, le nom des étoiles, de quelques astres. Ils apprennent à les replacer sur une carte ou à les reconnaître dans le ciel. Mais c'est à peu près tout, et même pendant leur buse, donc l'examen final de leurs 5 années d'astronomie, tout ce qu'ils ont à faire, c'est remplir une carte du ciel en replaçant vite fait le nom de quelques étoiles. Mais sérieusement, 5 ans d'études juste pour savoir faire ça? J'ai la même chose dans mon grand livre de l'astronomie que mes parents m'ont acheté quand j'avais 5 ans. C'est clairement pas de la magie non plus. Et puis d'abord, pourquoi les sorciers, ils ont besoin de savoir ça? Ça sert vraiment à rien en fait. Bah oui, mais c'est justement la question qu'on se pose. Parce que pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe dans le ciel a forcément un impact sur ce qui se passe sur Terre. Notamment sur ce qui se passe du point de vue de la magie. Et on le voit très bien, ne serait-ce que par l'effet de la lune sur les loups-garous par exemple. Et on sait aussi que les potions peuvent être influencées par le cycle lunaire. Donc quelque part, l'astronomie, déjà, eh ben, ça sert à comprendre quelques phénomènes. Mais sauf qu'en réalité, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. C'est visiblement un sujet extrêmement important pour les sorciers, étant donné qu'il existe une salle tout entière prévue pour étudier l'espace, et pas seulement à Poudlard où ils ont leur tour d'astronomie, mais aussi carrément au ministère de la magie, et plus précisément dans le département des mystères, dans lequel il existe la salle de l'espace dédiée à l'étude de l'astronomie. C'est une salle dans laquelle à un moment donné, Harry et ses amis se battent contre les mange-morts, et où il y a tout un tas de petites planètes qui volent dans tous les sens. Donc le sujet est important, vraiment très important même. Tellement important qu'il fait l'objet d'études extrêmement poussées dans le département le plus top secret du ministère de la magie. Et tellement important qu'il l'enseigne aux jeunes sorciers dès leur arrivée en école de magie. Pour vous dire, c'est tellement important que même le nom de certains personnages fait directement référence aux étoiles. Sirius est une étoile de la constellation du chien. Bellatrix, une étoile qui fait partie de la ceinture d'Orion. Orion qui est d'ailleurs, tiens donc, le père de Sirius Black. Drago Malfoy qui
qui s'appelle Draco, en anglais, fait référence à la constellation du même nom. Bref, vous l'aurez compris, les sorciers ont un rapport très particulier avec ce qui se passe dans le ciel, et semblent vraiment s'y intéresser de très près. Bah oui mon coco, je veux bien, mais en attendant, on sait toujours pas à quoi ça sert. Patience papy, je vais y venir. Le problème c'est qu'au final, on voit assez rarement les sorciers faire usage de l'astronomie, et du coup, c'est pas vraiment évident de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin. Mais si observer les sorciers ne va pas vraiment nous aider à comprendre pourquoi le ciel est si important, peut-être qu'on peut observer un autre peuple qui semble lui aussi très bien connaître l'astronomie, et qui pour le coup eux s'en servent vraiment tout le temps, et qui basent même l'intégralité de leur vie et de leurs décisions sur ce qu'ils voient dans le ciel. Peut-être qu'on en apprendra plus en allant voir du côté des centaures. Parce que les centaures, eux, on les voit quasiment à chaque fois faire usage de l'astronomie. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend principalement grâce à Firenze, le centaure dans le premier film qui a sauvé Harry de Voldemort, là, dans la forêt interdite. Parce que lorsque dans l'ordre du Phénix, il viendra remplacer le professeur Trelawney qui s'est fait dégager par Ombrage, il commencera son premier cours en leur disant ceci. Allongez-vous sur le sol, dit Firenze de sa voix paisible, et observez les cieux. C'est là que se trouve écrite, pour ceux qui savent lire, la destinée de nos espèces. Et là on y est, l'astronomie sert donc à prédire l'avenir. Oui, bon bah c'est comme la divination quoi. Pas vraiment, non, c'est pas vraiment comme de la divination. Parce que la divination, et vous allez le voir, ça reste quand même assez éloigné de l'astronomie. Étant donné que, vous le savez, hein, parce qu'on en a quand même déjà pas mal parlé ici, Trelawney est une vraie voyante, hein, elle est véritablement douée pour pouvoir prédire ce qui va se passer. C'est même elle qui va être à l'origine des 2 plus importantes prophéties de toute la saga concernant Harry et Voldemort. Mais en astronomie, on n'est pas du tout sur le même principe, ni sur le même objectif. Et d'ailleurs, Firenze le dira lui-même à ses élèves durant son cours, dans l'ensemble, elle a perdu son temps à pratiquer cette complaisante absurdité qui consiste à dire la bonne aventure, selon l'expression des humains. Moi, en revanche, je suis ici pour vous exposer la sagesse des centaures. Une sagesse impartiale, qui ne s'occupe pas des questions individuelles. Si nous observons les cieux, c'est pour y déceler les grandes marées du mal, et les grands changements qui y sont parfois inscrits. 10 ans peuvent être nécessaires pour nous assurer de ce que nous avons vu. Les petites blessures, les minuscules accidents que subissent les hommes, poursuivit Firenze tandis que ses sabots piétinaient la mousse avec un bruit sourd, tout cela n'a pas plus de sens dans l'univers que le grouillement des fourmis, et n'est en rien affecté par le mouvement des planètes. La divination s'est fait pour prédire ce qui va se passer à l'échelle individuelle, alors que ce qui se passe dans le ciel, l'astronomie, ça sert à prédire ce qui va se passer de manière beaucoup plus globale. C'est ce qui prédit les grands chamboulements à venir, les grands changements qui vont s'opérer sur le monde, ou alors les grandes marées du mal, comme il dit. C'est ce qui permet quelque part de surveiller un peu l'évolution des ténèbres sur le monde. Et en plus, d'une certaine manière, l'astronomie pourrait se montrer aussi plus fiable que la divination, étant donné qu'elle se passe sur une observation directe de ce qui se passe dans le ciel, alors que la divination est toujours basée sur une interprétation assez floue de phénomènes pas franchement très précis, de signes énigmatiques pas forcément toujours très clairs. Y a qu'à dire, encore aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la prophétie ça concernait Harry ou Neville. L'astronomie a un côté plus concret, plus scientifique que la divination n'a pas quelque part. Moi je sais pas trop, parce qu'il a quand même l'air de sacrément se la raconter ce Firenze. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment fiable cette méthode? Parce que si ça se trouve, en fait, il raconte n'importe quoi. Très bonne question papy, et oui, justement, cette méthode est extrêmement fiable. Et la preuve, c'est que sans cela, eh ben, il y a un certain nombre de choses que les centaures ne devraient pas pouvoir savoir. Des choses dont ils sont pourtant bel et bien au courant. Ah bon, et comme quoi par exemple? La première fois que Harry a rencontré un centaure, c'était dans la forêt interdite, au moment où il s'est fait attaquer par Voldemort, juste avant que Firenze ne vienne à son secours. Et jusque-là, bon bah tout va bien, hein, y a rien de très étrange a priori, du moins jusqu'à ce que Firenze commence à parler avec Harry. Parce qu'à ce moment-là, il fait comprendre à Harry que la pierre philosophale est à l'intérieur du château, sauf que la pierre, elle a été transportée de Gringotts à Poudlard dans le plus grand des secrets. C'est une information ultra méga giga confidentielle, ça. Et pourtant, les centaures sont au courant. Parce que oui, après, bon, on pourrait se dire que c'est peut-être Hagrid qui leur a dit, mais franchement, non, j'y crois pas trop à ça, hein. Parce qu'il a bien dit à Harry qu'il faudrait en parler à absolument personne. Donc je vois assez mal Hagrid dire qu'il faut dire ça à personne, et en fait, lui, de son côté, il va le dire à absolument tous les centaures. En réalité, le seul moyen qui pourrait faire qu'ils sont au courant de ça, c'est sûrement parce qu'ils l'ont vu avec leur principal moyen de savoir ce qui se passe dans le monde. En particulier quand ça concerne les grandes marées du mal, c'est sûrement parce qu'ils l'ont vu dans le ciel, c'est grâce à l'astronomie. Et c'est vraiment loin d'être tout, parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, mais les centaures ont également prédit, toujours grâce à l'astronomie,
l'astronomie, un événement qui est quand même loin d'être sans importance, ils ont prédit la mort de Harry qui aura lieu dans le dernier livre, dès le premier livre de la saga, dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et ça, quand on l'a compris, mais on voit plus que ça, et c'est un truc de fou. Écoutez un peu ce que dit Bane, le chef des centaures, à Firenze quand ce dernier vient de sauver Harry dans Harry Potter à l'école des sorciers. Qu'est-ce que tu lui as dit, gronda Bane. Souviens-toi, Firenze, nous avons fait le serment de ne pas nous opposer aux décisions du ciel. N'avons-nous pas lu dans le mouvement des planètes ce qui doit arriver? Et Harry peu après dira ceci à Ron et Hermione. Firenze m'a sauvé, mais il n'aurait pas dû le faire. Bane était furieux. Il disait qu'il ne fallait pas intervenir dans ce que décident les planètes. Elles doivent sûrement montrer que Voldemort est de retour. Et Bane pense que Firenze aurait dû laisser Voldemort me tuer. J'imagine que ça aussi c'était écrit dans les étoiles. Et Harry à ce moment-là, il le prend vraiment très mal, hein. C'est normal, en même temps, le mec il vient de lui dire « Mais pourquoi tu l'as pas laissé crever, le gamin ?» Et comme le gamin en question, bah c'est lui, bon je comprends qu'ils sont un petit peu saoulés, oui. Mais sauf qu'en fait, c'est normal que Bane s'énerve contre Firenze à ce moment-là. Parce que quand on y réfléchit vraiment, à quoi Firenze s'est-il opposé cette nuit-là? Quelle est cette chose que Firenze vient d'empêcher qui doit arriver d'après les étoiles? C'est le fait que Voldemort doit tuer Harry. Et non seulement ils ont raison, d'après la prophétie, en effet, Voldemort doit tuer Harry pour pouvoir être vaincu, puisqu'une partie de l'âme de Voldemort vit encore à l'intérieur de Harry, mais en plus de ça, si on regarde bien, ils ont aussi vu que les bonnes conditions étaient réunies quand Firenze a sauvé Harry, puisque tout à la fin de l'histoire, Harry se fait tuer par Voldemort, dans la forêt interdite, en présence de Hagrid, et c'est bien exactement la même scène à laquelle on est en train d'assister là. Voldemort était bien sur le point de s'en prendre à Harry, dans la forêt interdite, avec Hagrid qui traîne pas loin dans les parages. C'est pour ça que Bane s'énerve, c'est parce qu'il a pensé que ce qu'ils avaient vu dans les étoiles allait se réaliser là maintenant tout de suite. Et Firenze, en sauvant Harry, vient d'empêcher que ce qui doit arriver n'arrive. Et alors certes, ça arrivera quand même de toute façon 6 ou 7 ans plus tard, mais souvenez-vous de ce qu'a dit Firenze pendant son cours, il peut s'écouler plus de 10 ans avant que ce que nous avons vu dans les étoiles ne se réalise. Et si vous voulez encore plus en être sûr, dans Harry Potter et les reliques de la mort, vous pouvez remarquer que les centaures ne prennent part à la bataille contre Voldemort seulement après la mort de Harry. Uniquement une fois que ce qu'ils ont vu dans les étoiles s'est enfin réalisé. En fait, si les centaures ne se mêlent pas des histoires des sorciers, c'est pas parce qu'ils s'en fichent. C'est pas non plus parce qu'ils se sentent pas concernés. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas interférer avec le cours du destin et qu'ils savent aussi quand est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ou pas. Tout ça grâce à l'astronomie. Oui, bon d'accord, bon, pour les centaures on a compris, mais qu'en est-il des sorciers alors? Qu'est-ce que ça peut bien leur faire? En plus on les voit jamais utiliser l'astronomie. C'est vrai, en tout cas c'est très rare et pour cause, l'étude de l'astronomie semble être un sujet vraiment particulièrement complexe et peu comprise par la majorité des sorciers, et d'ailleurs ça semble même pas intéresser grand monde. Et seuls les plus grands, seuls les plus puissants d'entre eux sont en mesure d'en tirer pleinement parti. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que tu vas nous dire comme Albus Dumbledore. Oui papy, tu l'as bien vu venir, comme Albus Dumbledore. Dis donc papy, t'aurais pas regardé dans les étoiles pour savoir ce que j'allais dire par hasard? Non, c'est juste que tu es extrêmement prévisible et que c'est tout à fait navrant. Dumbledore est un sorcier brillant, ça ce n'est plus à prouver. Et au cours de l'histoire, il est aussi visiblement le seul à savoir comment utiliser l'astronomie correctement et à son avantage. Car oui, à certains moments, on peut voir Dumbledore utiliser l'astronomie. Et le fait de savoir qu'il l'utilise, mine de rien, ça permet d'expliquer pas mal de choses. Ça explique comment il fait pour avoir systématiquement une longueur d'avance sur absolument tout le monde, ça explique pourquoi il semble savoir en permanence tout ce qui se passe dans le château, ça pourrait même expliquer pourquoi pas comment il fait pour savoir que Harry est là parfois, alors qu'il est pourtant sous sa cape d'invisibilité qui est juste une fucking relique de la mort, et ça explique pourquoi il soupçonne étrangement le professeur Quirrell de manigancer quelque chose, et pourquoi il demande dans le premier livre à Rogue de garder un œil sur lui, alors que visiblement, bah y a rien de très suspect à la base, y a que Dumbledore qui a demandé ça. Et comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est quelque chose qu'il partage avec les centaures, puisque les centaures eux aussi sont au courant de ce qui se passe dans le château, même de trucs ultra confidentiels comme la présence de la pierre philosophale et même le fait que Voldemort est de retour, parce que les centaures eux aussi sont au courant que c'est Voldemort qui était là en train de sucer la licorne. Bizarre cette phrase. Et tout ça grâce à l'astronomie. Et si vous doutez encore du fait que Dumbledore utilise bel et bien l'astronomie, moi je ne vous répondrai que ceci. Dumbledore inspira longuement en prenant dans sa poche une montre en or qu'il consulta. C'était une montre très étrange. Elle avait 12 aiguilles mais pas de chiffres. À la place, il y avait de petites planètes qui tournaient au bord du cadran. Tout cela devait avoir un sens pour Dumbledore car il remit la montre dans sa poche en disant
Hagrid est en retard. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cet objet n'a absolument pas le moindre sens si le but c'est simplement de connaître l'heure. Parce que ça n'a absolument pas le moindre intérêt d'utiliser un objet qui est bien plus compliqué qu'une simple montre si le but c'est juste de savoir quelle heure il est. Donc c'est que cet objet, qui visiblement est lié à l'astronomie puisqu'il y a des petites planètes dessus, ne sert pas à connaître l'heure, ça sert à autre chose. Une chose qui me semble assez évidente après tout ce qu'on vient de dire au cours de cette vidéo, elle sert à obtenir des informations sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Et donc ici l'information c'est probablement que Hagrid va arriver en retard, et pourquoi pas aussi peut-être la raison de son retard. Ah d'accord, je comprends. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'en sert pas plus souvent alors? Non, parce que ça a quand même l'air d'être vachement pratique comme truc. Ne serait-ce que pour localiser les Horcruxes par exemple, il aurait pu utiliser l'astronomie. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Eh ben tout simplement parce que comme on l'a dit, l'étude de l'astronomie permet d'avoir des informations sur les grands chamboulements qui s'abattent sur le monde, mais elle ne permet pas d'avoir des informations précises sur des sujets extrêmement spécifiques. Pour ça, Dumbledore aura plutôt tendance à utiliser la pensine par exemple. Et si l'astronomie représente pour Dumbledore une aide indispensable dans sa lutte contre Voldemort, elle ne saurait être complétée par les autres disciplines de la magie, puisqu'il faut toutes les maîtriser pour être un sorcier accompli. Voilà pourquoi les sorciers étudient l'astronomie. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton au milieu de votre écran. Et si vous voulez voir une autre vidéo, eh bien je vous en propose deux autres juste ici qui parlent aussi d'Harry Potter et qui sont vraiment très sympas. Et en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et comme le veut la tradition, bien évidemment, je vous fais tout plein de gros bisous. À la prochaine, c'était Xio. Et ciao.